Au fil des différents épisodes, j'ai déjà assez souvent parlé de différentes exoplanètes, de leur possible apparence, habitabilité et bien d'autres. Mais très souvent, derrière ces découvertes d'exoplanètes, il y a aussi des missions de premier plan qui nous permettent de réaliser toutes ces découvertes. Et j'ai déjà parlé de certaines d'entre elles. Je pense notamment à TESS et Khéops. Mais le fait est que ces télescopes spatiaux chasseurs d'exoplanètes sont loin d'être les seuls et également loin d'être l'aboutissement des appareils destinés à sonder l'univers à la recherche d'autres mondes. En effet, dans le milieu de la décennie 2020, plein de nouvelles missions devraient s'y ajouter au point de, peut-être, enfin trouver avec quasi-certitude une planète habitable. Et 2 de ces missions en particulier vont être le sujet de cet épisode. Mais avant de parler d'elles, j'aimerais d'abord me permettre une petite parenthèse qui sera utile pour garder la suite de l'épisode claire. Sur ce, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, j'aimerais vous parler de la méthode des transits. Pour ceux qui la connaissent déjà, c'est le moment idéal pour aller surveiller la cuisson de votre confiture à la barbadine. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la méthode des transits est une méthode de détection d'exoplanètes. En plus d'être très répandue, elle est aussi l'une des plus simples. Elle consiste à observer une étoile et espérer remarquer une baisse de luminosité engendrée par le passage d'une de ces planètes devant elle. Bon, alors bien sûr, ça demande un peu de chance. Il faut que la planète soit sur une orbite qui la fait passer devant son étoile vue de la Terre, et donc que l'écliptique du système observé soit assez semblable à celui du système solaire. Mais c'est une méthode qui a l'avantage d'être assez fiable, de ne pas nécessiter de trop gros télescopes et d'être assez accessible. Même un astronome amateur peut, dans une certaine mesure, depuis son jardin, observer des transits d'exoplanètes avec un matériel moyen, et de la volonté, et du temps, bref. Sur ce, laissez-moi vous présenter la mission PLATO. PLATO, pour Planetary Transit and Oscillations of Stars, est un télescope spatial qui devrait, sans malheur, décoller en 2026. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Sa particularité, vous l'aurez remarqué, c'est son grand nombre de télescopes. 26. Et ce n'est pas encore beaucoup. Au début du projet, en 2007, la mission devait compter une centaine de télescopes sur un seul satellite, nombre qui sera finalement réduit tant pour des raisons techniques que économiques. Avec ces 26 télescopes d'un diamètre de 12 cm chacun, PLATO pourra observer la lumière d'environ 100 000 étoiles toutes les 25 secondes, avec une durée de mission prévue de 4 ans. En fait, ce seront 24 télescopes qui seront capables de faire ça. Les 2 autres, eux, pourront être bien plus rapides, avec une photo toutes les 2,5 secondes. Il observera ainsi en continu la même zone du ciel pendant un minimum de 2 ans. L'un des problèmes actuels, c'est que, et ça peut paraître idiot, il nous est assez difficile de rechercher des planètes semblables à la Terre. Car une planète comme la nôtre, autour d'une étoile comme le Soleil, une naine jaune, donc, pour être habitable, doit se trouver dans la zone habitable de son étoile. Grosse coupe. Mais ça implique aussi, dès lors, qu'elle doit aussi, puisqu'elle est sur une orbite comparable, avoir des années d'une durée semblable à la Terre. Ainsi, elle ne passe pas devant son étoile tous les quelques jours, semaines ou mois, mais toutes les années à quelques semaines ou mois près. C'est pour ça que PLATO observera le même catalogue d'étoiles en continu pendant 2 ans,
Ainsi, si des planètes se trouvent dans la zone habitable de leur étoile, il les verra fatalement transiter au moins 2 fois. La seconde fois étant la fois nécessaire pour aider à confirmer la planète. Bien sûr, Platon ne pourra pas observer toutes les étoiles du ciel. Il n'observera que des étoiles suffisamment brillantes dont la magnitude, la luminosité, va entre 4 et 11. Pour rappel, plus un objet est lumineux, plus le chiffre de la magnitude est bas. Enfin, il devrait, si tout va bien, pouvoir espérer une durée de vie de 8 ans et sera placé en orbite autour du point de Lagrange L2, soit à peu près au même endroit que Webb. Mais au-delà de ça, il sera aussi capable, grâce à l'astérosismologie, la mesure de l'oscillation des étoiles, de déterminer les caractéristiques des étoiles et donc, ainsi, aider à mieux comprendre les planètes qui tournent autour. Enfin, des observations depuis d'autres télescopes sur Terre utiliseront la méthode des vitesses radiales en complément. Là encore, sans trop rentrer dans les détails, la méthode consiste à observer une étoile et le mouvement que sa planète provoque. Car c'est tout bête, mais aussi bien qu'une planète tourne autour d'une étoile, une étoile est très légèrement attirée par une planète. Cela provoque, ainsi, un décalage cyclique et progressif de sa lumière vers le rouge quand elle s'éloigne de nous et vers le bleu quand elle s'approche. En mesurant ce mouvement, on peut estimer, avec une assez bonne précision, la masse d'une planète, ce qui permet d'avoir encore plus d'informations sur ses caractéristiques et d'un peu mieux savoir si elle est habitable. Enfin, pour terminer, Platon devrait décoller en 2026. Mais Platon ne sera pas la seule mission à surveiller cette décennie. L'une d'elles, notamment, est aussi européenne et devrait également attirer les regards. Ariel. Ariel, pour Atmospheric Remote Sensing Infrared Exoplanet Large Survey, est un télescope utilisant la lumière visible et infrarouge qui devrait décoller en 2028 à bord d'un lanceur Ariane 62, soit une Ariane 6 avec 2 boosters. Et pour parler d'Ariel, il va falloir parler d'un problème que l'on a avec les exoplanètes. Car on n'y pense pas toujours au premier abord, mais nous ne voyons que très rarement des exoplanètes. Si parfois les télescopes les plus puissants peuvent nous en révéler un petit point lumineux, dans les faits, la plupart des détections se font via des méthodes comme les transits ou les vitesses radiales. Mais alors, si l'on veut essayer de connaître la composition d'une exoplanète, via la spectroscopie par exemple, on se heurte à un problème. Comment différencier la planète de son étoile? Eh bien, ici encore, le fait que la planète tourne autour de son étoile vient nous sauver. Imaginez, vous avez une planète dont vous connaissez l'orbite et le timing des transits. Dès lors, il ne vous reste plus qu'à faire une analyse spectroscopique lorsque la planète est, entre guillemets, visible, puis lorsqu'elle passe derrière son étoile. Si, entre les deux analyses, vous voyez par exemple que certains composés baissent, vous venez très probablement d'en déduire la présence sur cette planète. Bien sûr, certaines analyses peuvent aussi être réalisées lorsque la planète passe devant son étoile, ou encore en suivant le transit du début à la fin, en espérant voir l'effet d'une éventuelle atmosphère par exemple. Eh bien, c'est exactement tout ça qu'Ariel, télescope d'1,1 mètre d'ouverture, fera. Ariel permettra ainsi de mieux connaître la composition d'exoplanètes et, en observant plusieurs transits, d'espérer repérer des changements dans la composition de l'atmosphère, signe assez clair de changements saisonniers. Enfin, son temps d'observation est réparti en 3 catégories. Le premier, qui représente 30%,
est fait sur l'ensemble des planètes sélectionnées pour la mission, avec peu de détails et surtout dans le but d'avoir un catalogue de données statistiques. Le deuxième, qui est lui de 60%, est assez semblable et porte, lui, sur un groupe de planètes plus réduit, avec une meilleure qualité d'observation. Et puis, le troisième compte, lui, pour 10% du temps d'observation et se concentrera sur des observations répétées et de haute qualité d'une petite liste d'exoplanètes les plus intéressantes. Enfin, Ariel ira aussi au point de Lagrange L2, mais cette fois-ci sur une orbite héliocentrique, donc autour du Soleil. Pour rappel, un point de Lagrange est un point où les forces qui vous attirent vers un objet et vous en éloignent se compensent. En fonction du fait que vous vous positionnez un peu avant ou après ce point, vous êtes donc au point de Lagrange en orbite autour de la Terre ou du Soleil. Et c'est donc ici que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Et si c'est le cas, je vous invite à le liker, commenter et partager. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.